Je m'appelle Hélène, j'ai 55 ans, et je vis à Le Mans, dans une maison silencieuse qui résonne encore des pas de mon mari disparu. Depuis sa mort, il y a 5 ans, je n'ai plus jamais vraiment trouvé ma place. Les enfants sont grands, partis vivre leur vie à Paris et à Nantes, et moi je me suis accrochée à mes souvenirs comme à une bouée. On croit parfois que le deuil s'apaise avec le temps, mais il n'en est rien, il s'installe, il change de forme, il vous suit partout comme une ombre fidèle. C'est dans ce vide qu'est entrée la famille de mon frère aîné, André. Depuis mon adolescence, il a toujours eu sur moi une influence trouble, mélange d'autorité et de mépris. Après la mort de mon mari, il a vu ma solitude comme une faiblesse. Tu as besoin de soutien, disait-il. En vérité, ce qu'il voulait, c'était du contrôle. André a toujours su manipuler, d'une voix douce mais ferme, en m'enfermant dans l'idée que je lui devais obéissance. Son fils, Guillaume, venait souvent à la maison avec sa femme, Clara. Il disait vouloir m'aider, mais je voyais bien dans leurs yeux la même convoitise que dans ceux de leur père, ce pavillon de 3 chambres, payé par une vie de travail avec mon mari, leur semblait déjà leur appartenir. Clara m'appelait avec un sourire faussement tendre, « belle maman de cœur », comme si j'étais une charge vieillissante à apprivoiser avant de me dépouiller. Au début, j'ai voulu croire en leur gentillesse. Les repas du dimanche, leurs courses faites pour moi, leurs conseils insistants sur « comment mieux gérer mes factures », mais peu à peu, j'ai compris qu'ils me plaçaient dans une cage invisible. Quand j'émettais une opinion différente, Clara fronçait les sourcils comme une institutrice sévère, et André rappelait, devant tout le monde, « Hélène est fragile, elle a besoin qu'on la guide. » Moi, fragile ? J'avais porté seule mes 2 enfants après la mort de mon mari, payé les impôts, réparé la toiture, affronté mes nuits glacées. Fragile ? Non. Mais leur piège était subtil. Un soir de novembre, ils ont franchi une limite que je n'oublierai jamais. J'étais assise à table, la nappe encore tachée de vin du déjeuner, quand André s'est penché vers moi, ses doigts noueux serrés sur mon poignet. Son regard était froid, déterminé. « Hélène, tu sais bien que cette maison n'est pas faite pour toi toute seule. Tu devrais songer à la mettre au nom de Guillaume et Clara. » J'ai senti ma poitrine se serrer. Ma maison, celle où j'avais partagé 30 ans de ma vie avec Paul, où mes enfants avaient grandi, décoré les murs de dessins maladroits, fêté leurs anniversaires. Tout cela réduit à un calcul d'héritage prématuré. J'ai balbutié, mais, c'est ma maison, Paul l'a achetée avec moi. André a souri, un sourire sans chaleur. Justement. Tu es veuve, et fragile. Guillaume saura en prendre soin. Je n'ai pas répondu. Le silence a rempli la pièce comme un poison. Clara a posé une main sur mon épaule, un geste doux en apparence, mais ses ongles s'enfonçaient légèrement dans ma chair. Tu ne voudrais pas finir seule, non ? Tu seras toujours avec nous. À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une proposition, c'était une mise en demeure. Il ne voulait pas seulement mon bien-être. Il voulait ma vie, mon espace, ma liberté. Je n'étais plus une tante, ni une belle-sœur. J'étais une proie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai erré de pièce en pièce, caressant les meubles usés, les photos jaunies, les rideaux que j'avais cousus moi-même. Je sentais le souffle de Paul, comme une force muette, me rappeler que cette maison était notre histoire. Mais dans mon esprit, une angoisse nouvelle se levait, et si, par ruse ou par la loi, ils arrivaient à me déposséder ? J'avais entendu tant de récits de personnes âgées spoliées par leurs proches, et moi, veuve isolée, j'étais une cible idéale. Le lendemain, quand j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un courrier de Guillaume proposant, d'un commun accord, de signer une procuration bancaire pour M, allégée des tracas financiers, j'ai senti une rage sourde monter en moi. Était-ce cela, leur plan ? Me dépouiller peu à peu, m'enfermer dans une cage dorée où je n'aurais plus aucun droit ? Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Mon visage portait les marques des années, mais dans mes yeux j'ai retrouvé une étincelle que je croyais perdue, celle de la résistance. J'ai pensé à mes enfants, à mon mari disparu. On m'avait peut-être brisée par la solitude, mais je n'étais pas encore morte. Et si eux préparaient leur emprise, moi, en silence, j'allais préparer ma riposte. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressorti un vieux carnet noir, celui où je notais jadis mes recettes et mes comptes. J'y ai écrit une phrase simple, ne pas oublier qui je suis. Puis, dessous, commencer à tout consigner. Je savais que la bataille ne serait pas frontale. Ils étaient trop sûrs d'eux,
trop convaincu que ma voix n'avait plus de poids. Alors je ferai ce qu'il ne soupçonnait pas, écouter, noter, préparer. Le silence peut être une arme plus tranchante que les cris. Quand je me suis couché, une étrange paix m'a envahi. Oui, j'étais seule. Oui, j'étais veuve et vulnérable. Mais j'avais encore ma maison, mon nom, et surtout ma mémoire. Ils croyaient déjà m'avoir enfermée? Ils ne savaient pas que c'était eux qui, bientôt, tomberaient dans leur propre piège. Alors, cher lecteur, dites-moi, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait en découvrant que votre propre famille rêve de vous dépouiller? Auriez-vous cédé, ou, comme moi, auriez-vous choisi de vous taire pour mieux préparer le moment où la vérité éclatera? Les jours suivants, je décidai de ne rien laisser paraître. Je leur souris encore, j'acceptai leur visite, je bus leur café préparé dans ma propre cuisine. Mais en moi, quelque chose avait basculé. Chaque mot, chaque geste, je les consignais dans mon carnet noir, avec une précision d'horloger. Leurs regards, leurs insinuations, leurs petites pressions déguisées en conseils, tout devait être noté, archivé. Clara, la plus habile, s'infiltrait dans mon quotidien. Elle me proposait de m'accompagner faire les courses, de m'aider à ranger mes papiers administratifs. Je la laissais ouvrir mes tiroirs, examiner mes factures, mais toujours sous mon œil attentif. Elle croyait sans doute me dominer par sa jeunesse et sa confiance froide, mais je voyais derrière son sourire cette avidité vorace qui trahissait ses véritables intentions. Un après-midi, elle s'installa avec moi au salon, étalant les documents de la maison sur la table basse. « Tu sais, Hélène, il serait peut-être temps de simplifier les choses, » dit-elle d'une voix mielleuse. « Avec une procuration, Guillaume pourrait s'occuper de tout pour toi. » Je hochai la tête, feignant la gratitude, et je répondis simplement, « Tu as sans doute raison. » Mais au fond, je savais déjà que jamais je ne signerais rien sans avis extérieur. C'est ce jour-là que je pris rendez-vous avec Maître Durand, un notaire discret mais réputé allemand. Je ne voulais pas seulement protéger ma maison, je voulais comprendre mes droits, savoir jusqu'où leurs manœuvres pouvaient aller. Quand je lui exposai la situation, il me regarda longuement avant de dire « Madame, vous n'êtes pas la première à subir ce genre de pression. Mais sachez une chose, tant que vous êtes en pleine possession de vos moyens, personne ne peut vous forcer à céder quoi que ce soit. » Ces mots furent pour moi un baume. J'étais encore maîtresse de mon destin, malgré leur tentative de me faire passer pour faible ou fragile. Je demandai alors que l'on mette mes volontés par écrit. Je veux que ma maison reste mienne, quoi qu'il arrive, et que mes enfants en soient les héritiers légitimes, pas mon frère ni ma belle-nièce. Le notaire acquiesça et commença à rédiger un acte. Quand je sortis de son bureau ce soir-là, l'air frais de la place de la République me parut plus léger. Pourtant, je n'étais pas naïve, André et Clara n'allaient pas s'arrêter là. Je savais que plus je résistais, plus ils redoubleraient d'efforts. Et en effet, peu de temps après, ils passèrent à une autre étape, l'isolement. Mon téléphone sonnait moins, mes amis de l'église venaient moins souvent. Clara prenait l'habitude de répondre à ma place quand elle était chez moi, prétextant que j'étais fatiguée ou indisponible. Elle m'écartait subtilement de mes cercles habituels. J'étais piégée dans un filet invisible, coupé de l'extérieur sans qu'on puisse en deviner la raison. Puis vint l'incident. Un soir, Guillaume me ramena de la pharmacie. En sortant de la voiture, il prit mon bras un peu trop brusquement. Je manquais de trébucher sur le trottoir. « Fais attention, maman Hélène », dit-il en me retenant à moitié. Sa voix sonnait faussement protectrice, mais ses doigts serrés sur mon bras m'avaient laissé une marque bleue. Ce n'était pas un accident, c'était un avertissement. Je ne dis rien. Je rentrai chez moi, et dans mon carnet, j'écrivis, « Aujourd'hui, il a voulu me faire sentir ma fragilité. Mais je ne céderai pas. » Le soir même, assise dans la pénombre du salon, j'ai ouvert la vieille boîte en fer de pôle. À l'intérieur, ses papiers militaires, quelques lettres jaunies, et une photo de lui en uniforme. Son regard semblait me dire, « Ne te laisse pas abattre. » Alors, j'ai pris une décision plus claire encore, je ne me contenterai pas de me défendre. Je préparerai, en silence, une riposte que personne n'attend. Il me voyait déjà comme une vieille femme dépassée, prête à abandonner son bien et sa dignité. Ils ignoraient que la vraie fragilité n'était pas de mon côté. Elle se trouvait dans leur avidité, dans leur impatience, dans leur certitude de gagner trop vite. Et c'est là, je le savais, que je trouverais ma revanche. Les semaines suivantes, leur emprise se fit plus lourde, plus étouffante. André passait presque chaque jour,
prétextant des visites de courtoisie. En réalité, il inspectait la maison comme on examine un bien qu'on s'apprête à vendre. Il ouvrait les placards, commentait la vétusté des meubles, soupirait devant la fissure du plafond de la véranda. Cette maison a besoin de jeunes pour s'en occuper, répétait-il. Je l'écoutais en silence, notant mentalement chaque mot pour le consigner dans mon carnet noir dès son départ. Clara, elle, redoublait de sourires hypocrites. Elle déposait parfois un plat préparé. « Pour ton bien, Hélène », disait-elle. Mais il y avait toujours une arrière-pensée. Elle profitait de ces gestes de fausse générosité pour rester longtemps dans ma cuisine, vérifier mes factures posées sur le comptoir, ou scruter les enveloppes de la banque. Elle cherchait sans cesse la faille, l'ouverture qui me rendrait dépendante. Puis un matin, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé. Dans la boîte aux lettres, une lettre d'une maison de retraite de la périphérie du Mans, adressée à mon nom. Madame, nous accusons récession de votre demande d'information concernant nos hébergements et services médicaux. Je n'avais jamais rien demandé. Mes mains tremblaient en tenant le papier. Qui, sinon eux, pouvait avoir rempli ce dossier en mon nom? Le soir même, je les laissé parler, autour de ma table, comme si de rien n'était. André expliqua, d'un ton docte. Tu sais, Hélène, il faut penser à l'avenir. Une résidence spécialisée pourrait apporter sécurité et confort. Clara ajouta. Et puis, tu ne serais pas seule. Tu aurais des soins, des activités. Ce serait beaucoup mieux que de vieillir ici. Je les ai regardés longuement, sans répondre. Dans leurs yeux brillait une impatience malsaine. Ils voulaient que je quitte la maison, que je disparaisse dans une chambre impersonnelle, pour enfin mettre la main sur mon pavillon. Mais à cet instant, quelque chose en moi s'est cristallisé, je ne partirai pas. Jamais. J'ai commencé alors à bâtir ma riposte. D'abord, j'ai discrètement appelé mon notaire, Maître Durand. Je lui ai raconté l'affaire de la maison de retraite. Sa voix s'est faite grave. Madame, c'est très sérieux. Ce genre de manipulation peut être dénoncé. Je vais conserver une copie de cette lettre. Gardez précieusement l'original. Je l'ai rangé dans mon carnet noir, entre 2 pages couvertes d'écriture serrée. Ensuite, j'ai renoué avec mes anciens collègues de l'école où j'avais travaillé comme secrétaire. J'avais laissé tomber beaucoup de mes relations, découragé par la solitude et par leurs intrusions. Mais je compris que l'isolement était leur arme la plus puissante. Alors j'ai repris contact, par téléphone d'abord, puis autour d'un café. Leur simple présence redonnait de la force à ma voix. Puis, en silence, je me suis tournée vers mes enfants. Je ne voulais pas les alarmer trop tôt, mais j'ai commencé à leur glisser des bribes. Tu sais, ton oncle est souvent là, il s'intéresse beaucoup à la maison. Leur surprise m'a réchauffé le cœur, ils n'avaient rien soupçonné. Je savais que le moment viendrait où je devrais tout leur dire, mais je voulais des preuves solides d'abord. C'est ainsi que j'ai eu l'idée des enregistrements. Mon petit-fils m'avait offert l'année précédente un vieux smartphone. J'ai appris à m'en servir, maladroitement. Je l'ai posé sur une étagère, caméra allumée, quand André et Clara sont revenus. Ce jour-là, j'ai capté leurs mots les plus cruels. André disait. Elle est facile à convaincre. Bientôt, elle signera. Et si elle refuse, on pourra toujours insister sur son état de santé. Clara a ri doucement. À force de répéter qu'elle est fragile, tout le monde finira à y croire. Quand j'ai réécouté la scène seule, j'ai senti une colère glaciale m'envahir. Leur plan était clair, m'affaiblir aux yeux des autres, me faire passer pour une vieille femme incapable, pour justifier mon éviction. Mais cette fois, j'avais une arme. Le soir, dans ma chambre, j'ai ouvert la boîte de Paul et J et placé la clé USB où j'avais transféré l'enregistrement. Comme un talisman secret, une promesse silencieuse, je ne suis pas seule. La vérité est de mon côté. Je savais que la bataille ne faisait que commencer. Mais je n'étais plus seulement la veuve fragile qu'ils croyaient manipuler. J'étais devenue leur témoin invisible. Et chaque mot qu'ils prononçaient en pensant m'écraser serait, bientôt, leur propre condamnation. Le piège se resserrait. Je le sentais chaque jour davantage. Clara multipliait les visites, avec ses plats, maison, et ses conseils envahissants. Elle s'asseyait à ma table comme si elle en était déjà la propriétaire, commentait le moindre détail. Cette tapisserie est dépassée. Ce jardin serait mieux entretenu avec un paysagiste. Tu devrais vendre certains meubles, ils ne valent plus rien. Ces remarques n'étaient pas innocentes,
c'était une manière de me faire croire que mon univers s'effritait, qu'il n'avait plus aucune valeur, et que seul leur regard jeune et moderne pouvait lui redonner vie. André, lui, utilisait une autre arme, l'autorité. Dans sa bouche, le mot « famille » sonnait comme une menace. Tu sais, Hélène, dans une famille, il faut se serrer les coudes, prendre des décisions ensemble, répétait-il. Ensemble signifiait, bien sûr, qu'il décidait pour moi. Mais moi, je continuais mon théâtre. Je hochais la tête, je souriais faiblement, comme une enfant docile. En réalité, chaque phrase, chaque geste, je les capturais discrètement avec ce vieux téléphone caché derrière les bibelots de mon salon. Les fichiers s'accumulaient. Je les classais avec soin sur ma clé USB, notant les dates, les heures, les témoins éventuels. Ils croyaient m'enfermer, je bâtissais déjà le dossier qui, un jour, les condamnerait. Un soir de janvier, le pas lourd d'André résonna dans le couloir avant qu'il n'entre sans même frapper. Je me tenais dans le fauteuil, une couverture sur les genoux. Il posa brutalement une pile de papiers devant moi. Ce sont des documents pour t'aider, dit-il. Tu devrais les signer. Je pris les feuilles, mon cœur battant fort. En haut, j'ai lu « Procuration générale ». En bas, un espace vide pour ma signature. Je levai les yeux vers lui. C'est quoi, ça? Rien de compliqué. Ça permettra à Guillaume de gérer tes comptes, tes factures. Tu seras soulagé, et tout sera plus simple. Je feignis la naïveté. Et si je ne veux pas? Il eut ce petit sourire qui avait marqué mon enfance de frayeur. Tu sais bien que c'est pour ton bien. De toute façon, tu n'arriveras pas à gérer seul éternellement. Je ne signais pas. Je posai doucement les papiers sur la table. Je veux d'abord en parler à mes enfants. Ses yeux s'assombrirent. Tes enfants? Tu plaisantes? Ils ont leur vie. Ils ne s'occupent pas de toi. Nous, on est là, tous les jours. Cette phrase, je l'ai gravée dans ma mémoire. Car c'était le cœur de leur stratégie, m'éloigner de mes enfants, me faire croire que j'étais abandonnée, pour mieux me posséder. Le lendemain, je me rendis en secret chez Maître Durand. Je lui montrai les papiers. Il soupira, les parcourut en fronçant les sourcils. Madame, ne signez surtout pas. C'est une procuration très large. Elle leur donnerait accès à tout, même la possibilité de vendre la maison sans votre accord. Je sentis mes jambes faiblir. J'avais eu raison de me méfier. J'avais frôlé le désastre. Nous allons protéger vos biens, poursuivit-il. Je vais rédiger une clause spécifique dans votre testament, et nous allons officialiser votre refus de procuration. Cela fera foi. Je quittai son étude avec une détermination nouvelle. Il voulait me faire passer pour une incapable? Alors j'allais prouver, par la loi, que j'étais parfaitement lucide. Quelques jours plus tard, Clara débarqua chez moi avec son sourire de façade. Elle m'apporta une tarte aux pommes et fit mine de ranger des papiers qui traînaient. Alors, tu as signé? Demanda-t-elle avec une douceur artificielle. Je répondis calmement. Pas encore. J'attends l'avis de mon notaire. Je la vis pâlir. Elle n'avait pas prévu ça. Elle échangea un regard inquiet avec André, qui venait d'entrer. Ton notaire? Pourquoi compliquer les choses? Nous sommes ta famille, insista-t-il. J'ai alors compris qu'il commençait à craindre. Leur assurance se fissurait. Mais le coup le plus dur, je ne l'avais pas encore reçu. Une semaine plus tard, je reçus une convocation du tribunal local, une demande avait été déposée pour vérifier ma capacité à gérer mes affaires. Le demandeur? Mon propre frère. Il affirmait que j'étais vulnérable, que ma santé mentale déclinait, et que je mettais en danger mon patrimoine par manque de discernement. Je restai longtemps assise, le papier tremblant entre mes doigts. Voilà donc leur arme ultime, me faire passer pour folle. S'ils obtenaient un juge des tutelles, je perdrais tout. Ma maison. Mon indépendance. Ma dignité. Je sentis mes entrailles se tordre. Mais au milieu de cette peur, une certitude froide s'imposa, ils venaient de commettre leur erreur fatale. Car cette fois, je n'étais plus seule et fragile. J'avais mes preuves, mes enregistrements, mes notes. Et surtout, j'avais décidé de ne plus subir. Je me levai, allumai la lampe du bureau, et sortis mon carnet noir. J'y écrivis, ils veulent me détruire. Mais ce sera eux que la vérité écrasera.
La convocation du tribunal resta plusieurs jours posée sur ma table de chevet, comme une menace silencieuse. Chaque fois que je la voyais, un frisson me parcourait. Ils avaient osé. Mon frère, ce même homme qui, enfant, me tenait par la main pour traverser les rues du Mans, m'avait désormais condamné aux yeux de la justice. J'étais, selon lui, incapable de gérer ma vie. Mais plus la peur me rongeait, plus ma détermination grandissait. J'avais 2 semaines pour préparer ma défense. 2 semaines pour transformer ma douleur en arme. Je repris contact avec Maître Durand. Nous passâmes des heures à classer mes preuves. Les enregistrements audio, mes notes détaillées, la lettre de la maison de retraite, tout formait un faisceau d'indices démontrant leur manipulation. Il m'écoutait avec gravité, puis déclara. « Hélène, vous avez fait ce qu'aucune cliente n'avait jamais osé, préparez patiemment, en silence. Vous êtes plus solide qu'il ne le croit. » Ces mots m'apportèrent une étrange fierté. Moi, la veuve solitaire qu'il pensait faible, j'avais bâti pierre après pierre une forteresse invisible. J'appelai ensuite mes enfants. Cette fois, je leur dis tout. Ma voix tremblait, mais je ne voulais rien leur cacher. Au téléphone, ma fille éclata en sanglots. « Maman, pourquoi tu as gardé ça pour toi si longtemps ? On aurait pu t'aider. » Je répondis doucement. Parce que je voulais être certaine. Parce que je devais voir jusqu'où ils iraient. Ils promirent d'être présents à l'audience, prêts à témoigner. Leur soutien me redonnait des forces, mais au fond de moi je savais que le combat serait inégal. André avait toujours su convaincre, séduire les esprits faibles par son assurance. Il irait jusqu'au bout, quitte à salir mon nom. La veille de l'audience, Clara vint chez moi, plus souriante que jamais. Elle posa un bouquet de fleurs sur la table et s'installa comme une reine. « Nous faisons tout ça pour ton bien, Hélène, dit-elle. Demain, le juge comprendra. Tu n'as plus à t'inquiéter de toutes ces responsabilités. Tu seras enfin tranquille. » J'ai senti un rire amer monter en moi. Tranquille ? Non. Prisonnière, plutôt. Mais je me suis contentée d'un sourire. Car je savais que cette fois, ce serait elle qui tomberait dans le piège. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je sortis toutes mes preuves, les disposai sur la table du salon comme des cartes d'un jeu macabre. Chaque mot enregistré, chaque phrase notée, chaque document falsifié, tout témoignait de leur avidité. Je relus mes carnets, les doigts tremblants mais l'esprit lucide. Paul, s'il avait été là, aurait approuvé ma stratégie silencieuse. Lui, l'homme réfléchi, m'aurait dit « Attends le bon moment » et frappe quand personne ne s'y attend. Au matin, j'enfilai une robe sombre que je réservais aux grandes occasions. Dans le miroir, mon visage portait mes rides et mes fatigues, mais mes yeux brillaient d'une dureté nouvelle. Je n'étais plus la veuve soumise. J'étais une femme prête à défendre chaque pierre de sa maison, chaque morceau de sa dignité. Devant le tribunal, la façade grise et massive me parut menaçante. André m'attendait déjà, costume impeccable, Clara à son bras. Ils m'adressèrent un sourire condescendant, comme s'ils avaient déjà gagné. Je n'ai pas baissé les yeux. Je les ai fixés avec une froideur qui les fit hésiter un instant. Dans la salle, mes enfants s'assirent derrière moi, une main sur mon épaule. Leur chaleur contrastait avec le froid métallique des bancs en bois. Quand le juge entra, tout le monde se leva. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait briser ma poitrine. André prit la parole en premier. Sa voix était assurée, son ton mesuré. Il parla de ma solitude, de ma fragilité, de mes absences. Il décrivit une sœur dépassée, incapable de gérer ses affaires, au bord de la folie douce. Clara hocha la tête à chaque mot, jouant son rôle à la perfection. Puis ce fut mon tour. Je me levai, les jambes tremblantes mais le regard fixé droit devant. Je sortis de mon sac la clé USB, mon carnet, la lettre de la maison de retraite. Je pris une inspiration profonde et dis calmement. « Votre honneur, je ne suis pas ici pour me défendre de ma folie. Je suis ici pour prouver la cruauté et la manipulation dont je suis victime. » Le silence tomba dans la salle. André me regarda, interloqué. Clara pâlit. J'ouvris alors mon dossier, prête à révéler ce qu'il n'aurait jamais imaginé que j'oserais dévoiler. C'était le moment que j'attendais depuis des mois, la scène où leur propre avidité allait se retourner contre point lorsque je remis la clé USB à l'huissier, mes mains semblaient étonnamment stables. À l'intérieur, toute ma douleur s'était transformée en une étrange sérénité.
Le juge, une femme aux cheveux gris soigneusement attachés, fit signe à l'assistante d'écouter les enregistrements. La salle se plongea dans un silence presque religieux. Puis la voix d'André résonna, claire et implacable. Elle est facile à convaincre. Bientôt, elle signera. Et si elle refuse, on pourra toujours insister sur son état de santé. Un murmure parcourut le public. Clara se crispa, ses mains serrant nerveusement son sac à main. André tenta de garder contenance, mais son regard vacilla vers moi. L'extrait suivant fut encore plus accablant. La voix de Clara, douce mais venimeuse. À force de répéter qu'elle est fragile, tout le monde finira à y croire. Cette fois, le juge leva les yeux vers eux, sévère. Elle demanda. Reconnaissez-vous ces propos? Clara bafouilla, tenta un sourire. Ce sont des conversations sorties de leur contexte. Mais le mal était fait. Les enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Je pris alors la parole, d'une voix que je ne me connaissais pas, ferme, posée. Madame la juge, je suis veuve depuis 5 ans. J'ai géré seule mes factures, mes réparations, mon quotidien. Ils veulent me faire passer pour une incapable afin de s'emparer de ma maison. Voici la lettre d'une maison de retraite, remplie en mon nom sans mon consentement. Et voici les papiers de procuration qu'on a tenté de me faire signer. Je posai les documents devant elle. Mes enfants, assis derrière moi, hochèrent la tête. Mon fils se leva même brièvement pour déclarer. Ma mère est parfaitement lucide. C'est elle qui m'a alerté, c'est elle qui a pris les initiatives pour se protéger. Le juge prit note, puis fixa André d'un regard froid. Monsieur, vous avez déposé une demande de mise sous protection judiciaire pour votre sœur. Or, les éléments présentés ici laissent entendre que vos intentions ne sont pas désintéressées. Avez-vous une explication? André s'éclaircit la gorge, tenta de reprendre son ton d'autrefois, celui de l'homme sûr de lui. Je voulais seulement protéger ma sœur. Elle est seule, vulnérable. Je pensais agir pour son bien. Pour son bien, ou pour le vôtre? Coupa le juge. Un silence de plomb s'abattit dans la salle. Clara détourna les yeux. Je sentis mon cœur battre plus fort, mais ce n'était plus la peur. C'était une victoire naissante. Pour la première fois depuis des mois, je voyais leurs visages se fissurer, leurs masques glisser. Le juge suspendit l'audience quelques minutes. Je m'assis, les jambes tremblantes. Ma fille me serra la main, chuchotant. Tu as été incroyable, maman. Quand la juge revint, son verdict provisoire fut sans appel. La demande de mise sous protection est rejetée. De plus, une enquête sera ouverte pour vérifier les tentatives de manipulation patrimoniale à l'encontre de madame. Le coup de massue tomba sur eux. Clara blêmit, André serra les poings. Moi, je restais droite, le regard fixé devant. Ce n'était pas encore la fin, je le savais. Ils allaient tenter autre chose. Mais la justice venait de basculer de mon côté. En sortant du tribunal, l'air glacé de février me fouetta le visage. Pourtant, je respirais mieux que jamais. Les jours qui suivirent, je me sentais comme une funambule au-dessus d'un abîme, chaque pas devait être mesuré, chaque parole pesée. Je n'avais pas envie d'être la femme qui crie ses peurs au moindre souffle, je voulais être celle qui, implacablement, transforme la peur en conséquence. Le secret d'André était désormais une clé, pas pour ouvrir une porte, mais pour fermer la sienne. J'ai commencé à organiser tout ce que j'avais amassé en preuve, pas seulement des enregistrements, mais des copies de courriers, des relevés que j'avais gardés, les factures qui montraient des prélèvements suspects, la lettre anonyme que je retrouvais par hasard. J'ai pris rendez-vous avec un ancien ami de Paul, puis avec un avocat pénaliste à qui j'expliquais la situation en toute franchise. Il n'y eut pas de grands gestes, des confidences, des consultations, des conseils de procédure. On m'apprit la différence entre la vengeance et la plainte utile, la seconde passe par la raison, la première par la colère. J'ai choisi la raison. Nous déposâmes une plainte au commissariat du Mans pour tentative d'escroquerie et abus de faiblesse. En droit français, on m'expliqua, il suffit de montrer les indices d'une manœuvre pour que le procureur saisisse. Le dossier que j'avais construit, même humble et artisanal, faisait sens, il avait une cohérence qu'aucun mensonge n'aurait pu improviser. Ma main tremblait quand je signais les documents, mais ma décision ne chancela pas. L'annonce de l'enquête fut comme une grenade que l'on jette dans un jardin bien ordonné. André, qui avait toujours compté sur la chape de silence et le regard complaisant des voisins,
perdait peu à peu le contrôle de la narration. Les jours d'après, ses visites se raréfièrent, il avait l'air fatigué, le costume mal repassé, la voix moins assurée au téléphone. Mais l'orgueil blesse ceux qui en sont pourvus, il ne savourait pas vaincu. Il choisit une autre route, plus basse, plus mesquine, celle de la salissure de réputation. Un matin, des tracts circulèrent dans le quartier, publiés sous couvert d'anonymat. Hélène Dupont aurait des troubles cognitifs, méfiez-vous. Ils étaient distribués devant l'église, glissés dans les boîtes aux lettres comme une rumeur papier. Certains voisins, embarrassés, me regardèrent avec une gêne nouvelle. Mon sang se glaça d'abord, puis bouillonna. Ils essayaient de recréer l'isolement en le banalisant. Je n'ai pas crié. J'ai noté les heures, j'ai photographié les tracts, puis je suis allé voir Madame Leclerc, qui tient l'épicerie depuis 20 ans. Elle me dit doucement, j'ai reçu quelqu'un qui m'a demandé si vous étiez bien éveillé le matin, ça sentait l'intimidation. Sa voix trembla. Les confidences remontent comme des ruisseaux quand on rend aux gens la liberté de parler. J'ai compris qu'il fallait aussi neutraliser la violence intime. André ne se contenterait pas de manœuvres administratives, il pourrait tenter des actes plus directs. J'ai donc fait installer, discrètement, une petite caméra à l'angle du salon. Pour espionner mes invités, je voulais pouvoir prouver que je n'étais pas la folle qu'on décrivait, mais pour saisir, au besoin, toute intrusion ou manœuvre physique. Le vieux téléphone me servit encore, j'appris à le faire sonner à distance pour simuler une visite impromptue d'un ami quand il venait trop souvent, à jouer le rôle d'une femme entourée. Puis vint la nuit où tout bascula. Il était tard. La maison dormait. J'étais éveillé, relisant des pages de mon carnet quand j'entendis un bruit sourd dans le couloir, pas le pas d'un visiteur digne, mais celui d'un homme pressé, le talon lourd sur le parquet. Mon premier réflexe fut de vérifier l'heure, mon second, mécanique, d'allumer la petite lampe de chevet et d'attraper le téléphone pour appeler la police. Ma main trembla au moment d'appuyer sur le 17. J'entendis la poignée tourner. Une voix que je connaissais trop bien souffla mon prénom dans l'obscurité. Hélène ? Ouvre. C'est moi. Le doute n'était pas permis. C'était André. Ses pas se rapprochaient, précipités. J'ai pressé lentement le téléphone contre mon oreille, avec une lenteur calculée, comme pour laisser à la situation le temps de se révéler telle qu'elle était, menaçante. Je n'ai pas crié. J'ai parlé d'une voix normale, presque lasse, pour qu'il n'ait pas d'excuse. André, que fais-tu ici à cette heure ? Il eut un rire sans joie. Je viens récupérer des documents. Tu sais bien, des papiers importants. Puis, d'une voix plus basse, plus dure, et si tu n'étais plus là demain, qui s'occuperait de tout ? Je sentis la colère monter, froide et nette. Mais au lieu de lui offrir l'irrationnel, je lui offris la preuve. J'ai dit calmement, si tu touches à un seul papier, je compose le commissariat maintenant. Et la caméra a tout enregistré. Il y eut un silence, puis un claquement de bottes qui se rapprochait du salon. J'entendis le frôlement d'un tissu, un rat qui cherche dans une pile de livres. Mon cœur tambourinait, mais je gardai la voix claire. À travers l'interstice de la porte, je vis la silhouette se pencher, la main prendre un dossier. C'était la dernière erreur qu'il fit. J'enfilai mes chaussures, descendis, la tête froide, et l'attendais devant la porte du salon. Il sursauta, et ce sursaut me dit plus que 1000 mots. J'appelai la police. Ils arrivèrent dans la minute qui suivit, comme si le temps s'était soudain remis à respecter une logique normale. André fut interpellé pour effraction et tentative de vol de documents. La lumière crue de l'intervention dissipa quelque chose qui avait trop longtemps vécu dans l'ombre, l'idée que la solitude vous condamnait à subir sans réplique. Ce soir-là, en pyjama, au milieu de ma maison intacte mais secouée, je ressentis une fatigue ancienne et une force nouvelle. Ils avaient franchi une ligne. Et les lignes, une fois franchies, obligent à des comptes. Je remontai dans ma chambre, allumai ma lampe, et pris mon carnet. J'y inscrivis, dans une écriture lente, aujourd'hui, ils ont volé leur dernière chance d'impunité. Puis, sans détour, je notai l'heure de l'arrestation, le nom de l'agent, le numéro de la plainte. La vengeance silencieuse s'écrit en actes et en dates, et chaque marque porte désormais le poids de la LOI.J. croyait avoir déjà connu l'humiliation suprême, mais ce qui suivit me prouva que ma Delphine n'avait encore rien dévoilé de sa cruauté. Elle s'installa chez moi comme dans un hôtel qu'elle aurait payé. Les portes claquaient, les rires fusaient, et ma maison, autrefois refuge, résonnait des échos d'une invasion.
Mes souvenirs, mes cadres, mes nappes soigneusement repassées, tout devenait matière à leur mépris. Vieillerie, disait-elle en jetant mes dentelles à la poubelle. Et mon fils, assis à côté d'elle, hochait la tête sans un mot, les yeux vides, comme s'il avait vendu son âme en même temps que son avenir. Un soir, alors que je préparais un simple pot-au-feu, j'entendis son rire glacial résonner dans ma cuisine. Elle s'était emparée de mon téléphone laissé sur la table et lisait mes messages à voix haute devant son mari et ses amis. Elle se moquait de moi, de mes mots maladroits envoyés à une vieille amie, comme on ridiculise une enfant qui aurait fait une faute de grammaire. Chaque éclat de rire transperçait ma poitrine. J'aurais voulu disparaître sous le plancher. Mais je restais debout, la cuillère en bois serrée entre mes doigts, comme si ce geste banal pouvait me maintenir en vie. Cette nuit-là, je compris que mon silence devenait complice. Si je me taisais encore, je leur donnais le droit de me piétiner. Alors, sans rien dire, je pris une décision. Le lendemain, je marchai d'un pas lent sûr jusqu'au bureau du notaire de famille, celui qui m'avait accompagné à la mort de mon mari. Derrière son bureau encombré, il leva sur moi ses yeux bienveillants, et je déposai sur la table le dossier de propriété de ma maison. J'entendis ma voix, calme et ferme, dire « Maître, je souhaite rédiger un testament. Et je veux que rien n'appartienne à ceux qui me méprisent. » À cet instant précis, une chaleur nouvelle m'envahit, semblable à une lumière qui se rallumait après des années d'ombre. Ce n'était pas de la haine qui me guidait, ni même un désir de vengeance. C'était une justice silencieuse, un rappel discret que je n'étais pas né pour être esclave des caprices des autres. Lorsque je sortis du cabinet, la pluie avait cessé et un rayon de soleil timide caressait les toits du Mans. J'avais l'impression d'avoir repris possession de mon souffle, de ma peau, de mon nom. Il ne le savait pas encore, mais chaque sourire qu'il m'adresserait désormais, chaque ordre lancé dans ma propre maison, ne serait plus qu'un écho vain, j'avais déjà choisi ma délivrance. Je n'ai rien dit. Pas un mot de trop. Il croyait m'avoir domestiqué, comme on dresse un vieux chien fatigué. Je les laissais rire, insulter mes habitudes, salir mes tapis, imposer leur bruit dans ma maison. Mais derrière mes silences, tout était déjà écrit. Quelques semaines plus tard, nous fûmes convoqués chez le notaire. Ma belle-fille était sûre d'elle. Elle avait convaincu mon fils que ce rendez-vous scellerait l'avenir de la famille. Je les regardais entrer, main dans la main, vêtus de leurs plus beaux vêtements comme pour assister à un triomphe annoncé. Quand le notaire lut le document, le masque tomba. Je laissai sa voix résonner, chaque phrase résonnant comme une gifle contre leur certitude. Madame Dupont lègue l'intégralité de ses biens à ses 2 enfants, à parts égales, à l'exclusion expresse de son frère et de toute personne extérieure au cercle direct. En cas de décès prématuré, la propriété restera sous la gestion d'une fondation caritative locale. Le silence s'abattit sur la salle. Mon fils Tali, ma belle-fille serra son sac à main comme si elle venait de perdre un trésor. André, lui, resta figé, incapable de cacher sa colère. Je sentis dans mon dos le souffle discret de Paul, comme une présence fidèle qui m'approuvait. Je levai enfin les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, je parlais sans trembler. Vous avez voulu me voler ma maison. Vous avez tenté de me faire passer pour folle. Mais je ne suis pas folle. Je suis vivante, lucide, et surtout libre. Vous ne m'aurez jamais. Ils quittèrent le bureau en silence, les épaules voûtées, incapables de répondre. Moi, je restais assise, droite, le cœur battant fort mais clair. Je n'avais pas crié, je n'avais pas frappé. J'avais simplement repris ce qui m'appartenait, ma dignité. Aujourd'hui, je marche seule dans les rues du Mans, et je respire un air qui m'appartient à nouveau. J'ai perdu des illusions, j'ai vu la noirceur de ceux que j'aimais, mais j'ai gagné autre chose, la certitude que le silence, quand il est armé de patience et de preuves, devient la plus puissante des vengeances. Et si je vous parle aujourd'hui, à vous qui m'écoutez, ce n'est pas pour raviver ma douleur. C'est pour tendre une main à toutes celles qui subissent, qui baissent la tête pour ne pas heurter, qui acceptent trop par peur de perdre. N'attendez pas qu'on vous arrache votre vie. Protégez-la, même dans l'ombre, même en silence. Parce que le silence n'est pas toujours une soumission. Parfois, il est la préparation d'un tonnerre. Moi, Hélène, veuve et mère, je ne suis plus la prisonnière de ma famille. Et je veux que toutes les femmes qui m'entendent sachent ceci, on peut vieillir sans devenir invisible, on peut souffrir sans devenir muette, et on peut pardonner sans oublier. Leurs rires se sont tus. Mais ma voix, elle, ne s'éteindra plus jamais.